Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous. Le succès, c'est de naviguer d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Churchill. Cet épisode, c'est pour ceux qui se trouvent nuls, qui ont l'impression d'échouer ou d'être bons à rien ou de n'appartenir à aucun groupe ou encore de ne pas se sentir à sa place, de ne pas se sentir bien. Friendly reminder pour vous, personne n'a plus échoué que ceux qui ont réussi. Parce que pour réussir, il faut parfois faire beaucoup d'essais. Parfois, on se sent bien nulle part, inadapté en société, on se sent pas chez soi, on se sent pas au bon endroit au bon moment. Parfois, on ne trouve pas sa place dans une entreprise, dans une société, dans un système, dans un groupe d'amis, dans un groupe de collègues. Et même parfois, on se sent un peu ce qu'on appelle en anglais le black sheep d'une famille, donc le mouton noir de la famille. Et pourtant, on reste. On essaie de fitter, on fait des efforts, on essaie d'être adapté, mais rien n'y fait. Cette case est trop carrée, trop petite pour nous. Cet épisode, c'est pour vous si vous avez l'impression d'être un échec ou de ne pas savoir où est votre place. Premièrement, si quelqu'un vous dit non, c'est que vous ne demandez pas à la bonne personne. Si vous entrez dans un McDo et que vous demandez un verre de vin et un plat de pâtes carbo, ils vont vous dire non. Pas parce que vous demandez trop ou pas parce qu'ils vous aiment pas, juste parce que vous n'êtes pas au bon endroit et que vous ne demandez pas à la bonne personne. Oui les amis, si quelqu'un vous dit non, qui que ce soit, c'est que vous ne demandez pas à la bonne personne. Si c'est votre personne, elle vous dit oui. Si c'est votre resto, il vous dira oui. Si le poste est fait pour vous, on vous dira oui. Et commencez pas à me dire non mais moi je trouve pas de job alors que pourtant j'ai toutes les compétences. C'est pas uniquement ça. Si c'était ça, ça se saurait, on aurait tous des jobs. Vous avez peut-être tout ce qu'il faut, mais peut-être qu'il vous manque juste le papa derrière qui a le bras long. Et la personne qui vous passe devant, peut-être, a ce papa-là qui a le bras long. Si vous voulez le job mais que vous ne l'avez pas eu, ce n'est pas pour vous. Et vous ne voulez pas d'une boîte qui fait rentrer Philibert juste parce que son père, c'est le BFF du DAF. Le poste est maybe pour vous, mais la culture d'entreprise, non. Parfois, vous avez tout ce qu'il faut, mais juste un petit peu moins qu'un autre candidat. Ou, en tout cas, dans les yeux et la perception de l'employeur. Si quelque chose est pour vous, il vous trouvera. Le rejet, c'est une redirection. Deuxième point, c'est qu'on a tous des visions et des buts différents dans la vie, mais par contre, on a quelque chose de très fort en commun, c'est ce besoin d'appartenance. Quand on sent qu'on n'appartient pas à un groupe, qu'on se sent désespéré, qu'on se sent pas à sa place, on se force à devenir ce qu'on pense que la famille, la société, les amis attendent de nous. On se force à devenir ce qu'on ne veut pas. On va à des endroits où on n'a pas envie d'aller, on sort avec des gens qu'on n'a pas envie de fréquenter, on se force. Why? Pourquoi on se force? Parce qu'on a besoin de liens. Mais parfois, on a tellement besoin de liens qu'on essaie de se lier avec des humains, des lieux et des entreprises qui ne nous correspondent pas, et c'est là qu'on perd ce sentiment d'être à sa place. Et parfois, c'est même pire. On perd ce sentiment-là de se sentir à sa place, mais on n'arrive plus à savoir ce qu'on veut vraiment. Tant le brouhaha ambiant et la vie des autres résonnent fort. Pour se sentir bien, pour se sentir à sa place, ça n'est pas le lieu, ça n'est pas l'apparence, ça n'est pas non plus l'appartement ni l'entreprise dans laquelle on est qui fait qu'on se sent à sa place. Parfois, on se laisse penser que si on était dans une plus grande maison, si on vivait ailleurs, si on était promu, si on avait un mec, si on avait des enfants, on irait mieux. C'est faux. Je vous prends un exemple. Avant de partir vivre aux États-Unis, je me disais « Ah non mais c'est sûr que je serais mieux à Miami ». Et quand je suis arrivée à Miami, j'étais effectivement beaucoup mieux, mais pas parce que j'étais à Miami, simplement parce que j'avais changé ma routine et mon day-to-day. Et pour ça, il a fallu avant tout que je change de mindset. Il y a une citation de Brené Brown qui dit, grosso modo, que le sentiment d'être adapté se passe quand on se présente authentique, de façon authentique. On l'entend partout, ça, l'authenticité, mais finalement, c'est simplement le fait d'être et de faire ce qu'on a envie de faire. C'est une des raisons pour laquelle on a l'impression de ne pas être à sa place nulle part. Quand on se sent pas bien, quand on se sent inadapté ou quand on se sent une failure, déjà juste en soi, quand on ne comprend pas comment faire pour être aligné, comment on ne sait pas ce qui nous rend en paix, ce qui nous met dans cet état de flow, on se sent complètement sans maison, sans domicile fixe. Homeless à l'intérieur de soi. On ne peut se sentir à sa place à l'extérieur que quand on est à sa place à l'intérieur. Et parfois aussi, on se sent inadapté ou pas forcément à sa place avec des gens. On a l'impression qu'ils ne nous comprennent pas, mais en fait, c'est simplement qu'ils ne nous connaissent pas ou qu'on ne se connaît pas. Combien de fois on agit en fonction de ce que ils, entre guillemets, attendent de nous à la place de ce qu'on veut vraiment faire? Si on choisit un environnement en fonction de ce qu'on attend de nous, on n'a pas cette sensation d'appartenance. On n'est pas nous-mêmes, on est une version modifiée et c'est épuisant de vivre dans un costume. Demandez à la mascotte Disney. Regardez votre journée et demandez-vous combien de temps sur 24 heures vous faites ce que vous voulez vraiment faire. Est-ce que vous avez envie d'aller au taf? Est-ce que vous avez envie de vous habiller comme ça? Est-ce que vous avez envie de dire bonjour? Est-ce que vous avez envie de parler à Jean-Michel, etc.,
etc. Ce que j'ai appris en rentrant de Miami, c'est que c'est pas Miami qui m'a fait me sentir à ma place. Ce qui m'a fait me sentir à ma place, c'est moi. Ce qui est ma place, c'est ce que je veux vraiment faire. C'était de vivre aux US, donc je l'ai fait et je me sentais moi parce que j'ai atteint un objectif. C'était de quitter mon job toxique et je l'ai fait, donc ça c'était moi. C'est pour ça que Miami avait l'air d'être ma maison, d'être ma safe place. Il y a aucun endroit plus safe pour moi que mon corps, et donc plus safe pour vous que votre corps. Votre corps est safe. Votre voix intérieure est safe. Vous êtes à la bonne place, au bon endroit, quand vous êtes aligné avec vos volontés profondes. Et peu importe où vous irez, vous serez safe. Votre maison intérieure, elle a besoin d'être cleanée. Donc, merci d'embaucher un homme ou une femme de ménage et de le faire venir chaque semaine, por favor. J'entends par là de la méditation, des aliments sains, un bon sommeil et du journaling. C'est pour ça, là, que ce leurre qu'on se raconte, je serai bien quand, j'irai mieux si, je serai bien quand, on se sentira chez nous, à notre place, à la maison, si ce que l'on fait est ce que l'on veut vraiment faire. Si on ose être authentique. C'est pas la maison au bord de la mer qui fait que ce sera ta safe place. C'est le courage d'avoir osé partir, d'avoir pris la décision de suivre ton intuition. Et ça, c'est bien beau, mais le plus dur, c'est de savoir qui on est vraiment. Et cette espèce de sensation-là, on peut la chercher très longtemps, un peu comme l'amour. Des fois on le trouve, puis on le perd, puis on le retrouve, et puis on le repère plein de fois. Certains n'ont jamais trouvé, ou en tout cas pas encore, et c'est ok. Ce qui est important, c'est de ne jamais arrêter de chercher exactement ce qui nous rend bien. Par contre, petit disclaimer quand même, je trouve, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais la localisation, là où on se trouve, a une très forte importance. Alors cette partie-là est très controversée, et je sais que beaucoup seront pas d'accord avec moi, mais quand tu polarises, tu te rapproches des gens qui pensent comme toi. Notre lieu de vie n'est absolument pas la réponse quand on se sent inadapté. Par contre, ce lieu permet d'atteindre ou non ses objectifs. Pourquoi ? Parce que je crois à l'énergie de la ville, et quand on est dans un endroit, on va rencontrer un certain type de personnes et des opportunités qui vont avec. Donc, l'endroit où l'on vit dicte à qui on a accès et l'énergie qui est autour de nous. Et c'est ça qui nous change. On rencontre des gens différents en fonction de l'endroit où on se trouve. Si par exemple, t'as envie de monter un gros business, peut-être que t'as rien à faire dans le Larzac. Au contraire, si t'es à Dubaï et que tu veux de la connexion avec la nature et une opportunité de bosser dans une ferme, mais qu'est-ce que tu fais là ? Quand je vis à Phuket, c'est le moment où je prends du temps pour moi, introspection, etc. Et puis quand je retourne à Miami, je place en priorité le network, mon entreprise, parce que tout le monde a un business là-bas, ça me motive, c'est une énergie incroyable et ça donne envie de travailler sur ses buts et d'avoir de l'argent. Je focus sur mes relations plutôt à Paris. Même la culture, etc., je travaille plus là-dessus quand je suis à Paris. Quand je suis rentrée des US après 5 ans, je suis retournée dans les endroits dans lesquels j'avais l'habitude d'aller avant, avec des gens que j'avais l'habitude de fréquenter, mais finalement, je me sentais de nouveau pas chez moi. J'avais changé, mais c'était pas Paris mon problème. C'était simplement que je n'étais plus alignée avec les anciennes habitudes que j'avais. Ensuite, troisième point, votre système nerveux vous contrôle. Ça se passe avec les traumas, les croyances, etc. Quand on veut vraiment quelque chose et qu'on l'obtient, si on n'a pas pris soin de son système nerveux, tout refait surface et on est incapable de dealer avec ceux que l'on croyait vouloir. J'en ai parlé dans l'épisode sur la manifestation. On peut manifester tout ce qu'on veut, tout faire dans les règles de l'art, mais si on n'a pas travaillé sur soi, sur ses croyances, on ne saura pas gérer ce que la vie nous met sur le passage. On veut des millions, mais on n'a pas travaillé sur son mindset lié à l'argent, et nos parents nous ont toujours dit que les riches étaient des cons. Vous pouvez être sûr que les millions vont fondre comme neige au soleil si vous arrivez à les atteindre. Si vous vous auto-sabotez, votre système nerveux ne se sent pas safe avec une certaine chose. L'argent, la personne, peut-être que je vais me faire trahir, peut-être que je vais devenir une mauvaise personne. Les traumas d'enfance doivent être adressés. Notre système nerveux détermine notre vie, donc je vous recommande fortement de faire du breathwork, de l'EMDR, des thérapies, etc. Une fois que vous aurez fait le travail intérieur, vous serez beaucoup plus à même d'accepter et de recevoir ce que vous demandez. Je vais le diviser en 2 points, mais un des points importants quand on se sent vraiment comme une merde, on va pas se mentir, c'est le focus. Je vous propose un cas d'école. Hailey Bieber. C'était la fille la plus détestée d'internet, pour diverses raisons, on va pas rentrer dans les détails. Elle s'est pris des vagues de haine pendant des années, mais vous le savez, l'opinion publique est une girouette. Et pendant que ces haters pensaient la détruire à travers des commentaires haineux et du shaming à tout va, elle était en train de construire un empire, et 3 ans seulement après avoir lancé sa marque de skincare, elle est désormais milliardaire. Et elle a close un deal à 1 milliard pendant que tout le monde était en train de parler d'elle. Donc pendant que les autres vous détestent, ou pendant que les autres vous critiquent, concentrez-vous sur vous et avancez. Ensuite, les réseaux sociaux. Quand on voit sur les réseaux sociaux des gens plus jeunes qui réussissent, qui ont ce qu'on voudrait avoir, ils vivent une vie de rêve, ils collabent avec des marques incroyables, ils voyagent, ils ont 1000 amis, ça peut nous faire sentir déprimés, on se sent super mal. Au début, on les prend pour des inspirations, on adore, on les suit, etc. Ils nous motivent, on travaille plus fort pour avoir entre guillemets les mêmes résultats, mais par rapport à eux,
Rien, on n'y arrive pas. Et on commence à se comparer et on voit une différence. On se sent jaloux, on se sent nul ou bien même inadapté. Si ça vous parle, vous allez voir que ça va vous aider. Les réseaux sociaux, ça peut être une source d'information incroyable, mais ça peut aussi être hyper déprimant. La société nous pousse à savoir exactement ce qu'on veut, à s'engager dans un chemin et à ne plus jamais y déroger. À avoir une vision claire, aujourd'hui avoir un vision board par exemple, et quand on n'atteint pas ses objectifs, on se sent super mal. C'est ok. Tout le monde a des moments ou des années comme ça. C'est pas une dépression que vous êtes en train de faire, c'est juste qu'on a beaucoup de pression. Qu'est-ce que le succès pour vous? La plupart du temps, on parle de job, d'avoir de l'argent, avoir l'amour. Mais parfois, on n'a pas cette définition et on n'entend même pas cette petite voix qui nous souffle que c'est pas pour nous, que c'est pas notre définition du succès. Le succès, par exemple, pour des parents, ça peut être que ses enfants aient encore envie de partir en vacances alors qu'ils sont majeurs et vaccinés. Le succès, ça peut peut-être être le fait de ne pas perdre de temps dans les transports. Le succès a plein de formes. Et sur les réseaux sociaux, attention, c'est encore une fois pas la vraie vie. Croyez-moi, je côtoie des influenceurs sur Paris, aux US, et je peux vous dire que WYSIWYG, what you see is what you get, c'est pas vraiment toujours ça. Pas de hate, hein, attention, juste, c'est faux. Quand on vous parle d'un CA à 10K mensuel ou qu'on vous parle d'abdos dessinés, c'est pas toujours le cas dans la vraie vie, donc attention à ne pas se sentir comme une merde face à un fake avatar. Parfois, on se sent comme une merde en se comparant à quelqu'un qui n'existe pas. Donc, pourquoi on se compare à une version digitalisée de quelqu'un? Vous croyez que cette personne va vous montrer, quand elle est au bout du rouleau, les échecs qu'elle peut recevoir, les amendes légales qu'elle reçoit, ou bien les déconvenues avec son conjoint? Certainement pas. 4e point, le livre Unfair Advantage. Est-ce que la vie est juste? Si vous n'avez pas lu le livre, vraiment c'est un game changer, ça change le mindset. Spoiler alert, la vie n'est pas juste. Le cofondateur de Snapchat a dit un jour, et alors là, waouh, il a dit « Je suis éduqué, je suis un homme blanc, et j'ai eu beaucoup de chance. PS, la vie n'est pas juste. » Il est né dans une famille ultra riche avec des parents qui sont avocats très famous aux États-Unis et il a été dans les meilleures écoles. Carrément, son mentor, c'était le cofondateur de YouTube, donc folie, network de ouf, et il a utilisé cet avantage, qui n'est pas juste, dans sa vie pour devenir successful. Plusieurs réflexions suite à cela. 1. C'est pas parce que t'as tout sur un plateau que tu réussis. Il y a plein d'enfants qui ont absolument tout sur un plateau et qui ont un énorme baobab dans la main et qui ne font rien de leur vie. Je vous dis ça parce que j'ai encore récemment eu une conversation avec quelqu'un qui m'a dit « Bah attends, les stars bien sûr qu'elles sont fit et belles, elles n'ont que ça à faire. Mais il y a plein de gens qui n'ont que ça à faire, qui ne sont ni fit ni beaux. Pardon si j'insiste, ça c'est un mindset de loser de penser comme ça. Et désolé si ça fait mal, mais si vous vous dites moi j'ai pas ça donc je peux pas réussir comme lui, mais pour lui c'est facile, laissez-moi vous annoncer en avant-première que vous ne réussirez rien dans votre vie. Deuxième réflexion, c'est que si vous vous dites « Ah non mais moi j'ai pas sa chance, donc je ne peux pas être comme lui », non. Certains ont de la chance, oui, beaucoup de chance, et ils la transforment en opportunité, donc bravo à eux. On peut s'arrêter là et se dire « Bah voilà, moi j'ai rien donc je peux pas réussir ». Mais nous, ma team, on n'est pas dans cette vibe, on sait. La vie est injuste, et on part pas tous avec les mêmes cartes dans les mains. Mais il existe des gens qui partent avec rien dans les mains, qui n'ont carrément aucune carte, et qui réussissent quand même. Justement, je trouve intéressant d'avoir une multitude d'exemples. Pas convaincu? Allez, c'est parti. Juste pour l'inspiration, écoutez bien. Oprah Winfrey, née dans une famille très pauvre du Mississippi, élevée par sa grand-mère dans une maison sans eau courante, elle a été violée à 14 ans. Elle débute à la radio locale, puis elle devient animatrice télé, et elle crée son empire médiatique. Elle connaît le tout Hollywood et fortune estimée 2,8 milliards. Merci, bonsoir. Ensuite, on a ce cher Howard Schultz, Starbucks. Origine, il a grandi dans un logement social à Brooklyn. Son père était chauffeur de camion. Il a été boursier pour faire ses études et premier de sa famille à faire des études supérieures, by the way. Son parcours, il a racheté une petite chaîne de café et il l'a transformée en Starbucks Café. Fortune estimée 3 milliards de dollars. Ingvar Kamprad, fondateur d'IKEA. Famille de paysans. En Suède rurale, il commence à vendre des allumettes à vélo à 5 ans. Et puis à 17 ans, il a décidé de fonder IKEA. Je m'arrête là? C'est bon, nos excuses sont au placard? Bien. Donc, il y a des tonnes d'exemples de gens qui avaient toutes les excuses pour se dire « Ah non mais moi je peux pas » et qui l'ont fait quand même. Donc pourquoi pas nous? La vie n'est pas juste, elle ne le sera jamais, mais on peut quand même être successful. Comment être successful? En travaillant dur, mais ça n'est pas la seule clé pour être successful parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dur et qui ne réussissent pas. True story. Répétez après moi. Travailler dur n'est pas la seule solution pour réussir. Il y a plein d'autres solutions. Les opportunités, la négociation, la chance, le réseau, la bonne idée, la proximité. Et donc si je cite ce super livre, le succès n'est pas réservé à ceux qui travaillent dur, mais à ceux qui développent et utilisent leur avantage unfair. On parle pas d'un truc illégal là. On parle d'un truc qui vous rend unique. Exemple. On peut parler du privilège d'être jolie, ou d'être considéré comme tel en tout cas. Tu veux être mannequin mais tu ne rentres pas dans les standards? Y a des mannequins qui ont des maladies de peau, ou qui ont d'autres formes de corps, ou d'autres à qui il manque une jambe. Donc, la vie n'est pas juste, mais si on utilise cette injustice pour justifier notre inaction ou rester dans un mindset de victime,
elle ne sera jamais juste dans le bon sens pour nous. Pour réussir, on doit trouver donc ce qu'on appelle cet avantage qui n'est pas juste. Et dans le livre, il explique que tout le monde en a un. Il explique qu'on peut utiliser différents avantages. Ça peut être l'argent, l'intelligence émotionnelle, les chances, l'apparence, l'éducation, l'expertise, les statuts, la connexion, le personal branding, la confiance, la self-esteem. Il y en a plein. Donc quel est le vôtre? Vous en avez forcément un. Tout peut être un avantage pas juste. Et on peut même en créer un. Je vous l'ai déjà dit dans un précédent épisode, ce que les gens vous ont toujours reproché, peut-être que c'est votre talent. Moi, mon stress, c'est limite devenu mon talent. Parce que je suis hyper réactif quand quelque chose tourne mal, je dégaine le 15 comme personne, j'anticipe tout, je suis hyper organisée. Pourtant, beaucoup sont ceux qui m'ont reproché d'être stressée. Autre chose, un jour, à vomir. Dans une entreprise, on m'a dit « Ton travail est remarquable, mais tu n'es pas remarqué. Donc, va serrer des pinces, montre-toi, viens aux soirées. » J'ai certainement pas fait ça, j'ai continué à travailler comme je pensais qu'il fallait le faire. Et un jour, quelqu'un d'assez intelligent et assez wise pour écouter m'a vu sans que j'essaie d'être vue, et j'ai décroché une opportunité de fou aux États-Unis. Donc en fait, cette personne qui m'a dit que je n'étais pas remarquée, j'aurais dû lui répondre « Je serai remarquée par ceux qui prendront le temps d'ouvrir les yeux. » Et vous, c'est pareil. Si vous vous sentez inadapté, peut-être que vous avez l'impression d'échouer parce que vous vous êtes fait licencier ou parce que quelqu'un vous a quitté. Mais c'était pas pour vous. Si ça l'avait été, la personne vous aurait pas quitté, l'entreprise ne vous aurait pas viré. Moi, mon expérience m'a appris que quand une entreprise vous vire, c'est aussi pour notre bien parfois. Je sais ce qu'on ressent quand on se sent rejeté, quand on se sent inadapté, mais on peut aussi en faire une force. Je sais que quand on fait tout pour que ça marche et que ça marche pas, c'est souvent un peu l'énergie de désespoir. Mais je sais aussi que ce qui est pour vous, vous trouvera à condition que vous fassiez de la place et que vous viriez ce qui est en travers du chemin. Pour une nouvelle vie, il va falloir faire de la place, sinon rien de nouveau ne peut arriver. Une chose est sûre en revanche, c'est qu'une vie ordinaire, métro boulot dodo, ne nous mènera pas à la vie dont on rêve, peu importe laquelle. Que tu rêves de vivre d'amour et d'eau fraîche dans le Larzac ou que tu rêves de jet privé, quoi qu'il arrive, en restant bloqué sans rien faire dans une vie classique, tu n'obtiendras que des résultats classiques. Pour avoir des résultats incroyables, il te faudra faire ce que tu n'as jamais fait. Tu vas devoir réfléchir, faire des recherches, etc. Et c'est en ça que je pense quand même que travailler sur soi, pas forcément travailler dur, mais travailler sur soi, ou travailler par exemple sur son projet, ou sur sa manifestation ou son mindset, c'est important. Faut se sortir les doigts et se bouger les fesses. Je vous raconte une anecdote incroyable qui m'est arrivée. Je suis tombée sur la vidéo d'un entrepreneur américain que je connaissais pas du tout. J'ai adoré sa vibe, et il y a une soirée, j'ai consommé vraiment des dizaines de vidéos de lui parce qu'il parle d'un sujet qui m'intéresse en ce moment. Le lendemain matin, randomly, je sors d'un café, je tombe nez à nez avec lui. Je lui demande de me donner un conseil et il me dit ceci. Pour être un roi, tu dois commencer par être un pion. Ce qui revient finalement à dire ne compare pas ton chapitre 1 avec le chapitre 10 de quelqu'un. Tout le monde veut réussir et tout le monde ment à dire qu'ils font des lancements à 100K. Mais avant ça, combien de fois ils ont échoué? On veut tous tout de suite. Et c'est parce qu'on ne voit pas la partie immergé de l'iceberg qu'on se sent mal. Mais avant d'avoir tout sur un plateau, va peut-être falloir réfléchir, networker, être au bon endroit au bon moment, créer. C'est pas juste je manifeste et j'obtiens. Pour des résultats extraordinaires, il va falloir quand même travailler sur soi. Travailler, ça veut pas dire passer des heures devant son ordinateur, hein. Ça peut être faire du sport, ça peut être faire de la méditation. Mais en tout cas, rien n'arrive par hasard et rien n'arrive tout cuit sur un plateau. Ça, c'est sûr et certain. Comme je vous le disais tout à l'heure, autre point, c'est que le rejet est une redirection. J'ai travaillé 10 ans en salariat et franchement, je me sentais inadaptée, j'avais l'impression que les réunions duraient des années. J'observais les gens hyper contents, ils applaudissaient les KPIs atteints. Et moi j'étais là, mais juste à n'en avoir rien à faire et à me dire, mais à quoi bon, on change pas des vies. Parfois, au bout de 3 mois, je me suis dit, ok, j'ai compris le boulot et je me lasse et je m'ennuie. Donc j'ai changé régulièrement d'entreprise et comme aujourd'hui encore certaines entreprises fonctionnent à l'ancienne, avoir plusieurs expériences sur son CV, ça peut faire peur, on se dit que cette personne est instable. Et j'ai essuyé plusieurs refus. Quand tu donnes tout pour trouver un job, c'est hyper décourageant, c'est démoralisant et ça impacte gravement ta confiance en soi. Mais les amis, moi je crois vraiment en les signes de la vie. Si j'ai pas le job, c'est qu'il n'était pas pour moi. Et à force de refus, je me suis demandé mais pourquoi tu t'obstines à chercher un job alors que tu sais pertinemment que tu vas t'ennuyer? Et finalement, j'ai réalisé que la plupart du temps, quand je fais face à un refus, c'est pour mon bien le plus grand, c'est-à-dire mon higher good. C'était le moment de tenter de travailler pour moi. Et guess what, aujourd'hui, j'ai plus besoin de job. Donc finalement, le rejet, c'était simplement une redirection vers quelque chose qui m'allait mieux. Je me suis pris des refus, des rejets en cherchant des jobs, simplement parce que c'était pas ce qu'il fallait que je fasse. Je vous donne mon exemple, mais ça s'applique pour tout dans la vie. Ça m'empêche pas aujourd'hui de bosser parfois en CDI, mais j'ai mes projets annexes qui me nourrissent et je suis beaucoup moins désespérée quand je cherche un job. Donc ça marche dans l'entreprise, mais ça marche aussi dans les relations. Si quelqu'un ne veut pas de vous,
ne forcez pas. Peut-être que c'est simplement pas une personne pour vous. Elle n'a pas vu votre lumière, elle n'a pas su voir votre lumière à cet instant T et rien n'est irréversible dans la vie. Peut-être qu'aujourd'hui c'est pas possible, mais peut-être que dans 10 ans ça le sera. Pareil pour les entreprises. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez eu un nom de L'Oréal, mais dans 10 ans ça sera peut-être pas le cas. Ça peut être également la même chose pour un appartement que vous avez vraiment eu envie d'avoir. Peut-être que c'était juste pas pour vous cet appartement. Enfin, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on se sent vraiment mal, parfois on a l'impression de se sentir comme une merde, mais pas parce qu'on n'a pas d'énergie ou pas de connaissances, c'est simplement qu'on manque de focus. On peut tout faire. Si d'autres l'ont fait, on peut le faire aussi. Mais on est tellement dérangé, avec des notifications, des centaines d'onglets ouverts. Et si, pour une fois, on reset notre niveau de dopamine, on calme le jeu au niveau de la dopamine, on se détoxe. C'est comme ça qu'on peut augmenter son focus. Parce que le problème avec toutes ces applications et toutes ces notifications, c'est que ça booste notre dopamine, notre niveau de dopamine. Et en fait, quand il chute, on en redemande. Et si, une journée, ne serait-ce qu'une seule journée, on essayait de se contenter d'une seule heure d'écran par jour, pas plus. Pas de YouTube, parce que c'est une mine d'or d'informations, mais clairement, on n'utilise pas forcément ce qu'on consomme. Il m'est arrivé par exemple de regarder des heures de vidéos sur plein de sujets, mais je suis jamais passée à l'action. C'est juste un boost de dopamine, de discours inspirationnel, mais en réalité, c'est pas ce dont on a besoin. Oui, à l'information et à la formation, mais 1 heure par jour suffit, par exemple, largement. Pour ce focus, encore faut-il avoir une vision et noter ses objectifs clairs. Qui, ici, a un objectif clair pour la journée de demain? Admettons que demain, tu souhaites postuler à 4 offres d'emploi. Note-le, coche-le, et coche-les quand c'est fait. Parce que ça, c'est un vrai boost de dopamine que de voir ça tout doute diminuer. On peut aussi avoir un boost de dopamine sain en cochant ou en listant tout ce qu'on a fait dans notre journée qui allait dans le sens de notre objectif. Par exemple, aujourd'hui, c'est la fin de la journée, vous aviez plusieurs objectifs, dont un physique, un social et un business. Un de votre objectif, peut-être, c'est de sculpter un peu plus votre corps. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez fait une séance de sport? Oui, tac, c'est coché. Peut-être que vous avez envie de diversifier vos revenus. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez suivi une formation de 30 minutes ou que vous avez lu quelques pages d'un livre. Donc là, c'est coché. Peut-être que vous avez vraiment à cœur de prendre soin de votre cercle d'amis. Donc, vous avez passé 1 demi-heure au téléphone avec Pénélope. Ça, c'est coché. Ça, c'est de la dopamine qui vous dirige vers l'objectif final que vous souhaitez atteindre. Par contre, scroller sur TikTok pendant 3/4 d'heure ou regarder Top Chef, pas sûr que ça vous rapproche de votre objectif. Donc quand on se sent une failure, un échec, déjà la première étape c'est de regagner en concentration, en focus. De se dire ok, qu'est-ce que je veux? J'essaie de comprendre où est-ce que je veux aller et je divise ceci en plusieurs objectifs. En petits objectifs, chaque petit pas compte, que je vais étaler sur la semaine. Et chaque fois que j'en atteins un, boum, je coche ma petite case et j'ai l'impression d'aller de l'avant. Et comme dirait Rumi, à partir du moment où vous commencez à marcher sur le chemin apparaît. Parce que parfois on n'a pas de vision jusqu'à ce qu'on se mette en action. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.